L'arrivée d'un enfant procure un immense bonheur, tant pour la mère que le père. En couple, elle amène toutefois à plusieurs changements qui bousculent la vie des deux conjoints. Par exemple, la fatigue, les nouvelles responsabilités, le manque de temps pour soi, qui peuvent faire surgir les tensions dans le couple. Comment bien gérer cette étape? Nous allons le voir dans cette émission. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Balafon Télévision. On parle ce jour de parentalité, l'arrivée d'un enfant dans le couple avec Amélie Siewé et les sages-femmes. Bonjour Amélie. Bonjour Claude. Christelle Yeye est conseillère matrimoniale à Ticho Compagnie. Bonjour Christelle. Bonjour Claude. Ça va? Bonjour téléspectateurs. Oui, ça va très bien. C'est un sujet intéressant. Amélie est au contact des femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher. Donc forcément, vous savez ce que représente l'arrivée d'un enfant pour un couple. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont hâte? C'est quoi? Une responsabilité de plus, une charge de plus? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est un sujet vraiment très complexe, Claude. Mais nous allons vraiment épiloguer un peu là-dessus. L'arrivée d'un enfant dans un couple, qu'il soit désiré ou non désiré, suscite déjà beaucoup de bonheur. Pendant la conception, lorsque l'enfant est désiré, ça fait beaucoup de tapage, ça fait un tabou au sein de la famille. Mais une fois l'enfant voit le jour, dans toutes les familles, c'est beaucoup de bonheur. Tout le monde est content, tout le monde est en joie, le sourire jusqu'aux lèvres. Voilà pourquoi on nous remercie tellement au sein de notre institution, parce qu'il y a un nouvel être qui a vu le jour. Mais ne sachant pas que derrière, il y a un autre problème, qui est la responsabilité. Le tout, ce n'est pas seulement de faire naître cet enfant, mais après la naissance de l'enfant, qu'est-ce qui nous attend, nous, les parents? Ces enfants, ces jeunes parents, surtout les premiers, on les appelle surtout les premiers-parents, c'est-à-dire celles qui donnent naissance pour la première fois. Donc, qu'est-ce qui les attend? Est-ce que ces enfants, ces parents sont seuls? Est-ce que ces parents sont accompagnés, c'est-à-dire par un conjoint? C'est un autre problème. Donc, une fois à la maison, c'est beaucoup de responsabilités déjà. Mais pour le couple, par exemple, pour le jeune couple, l'homme et la femme qui viennent de se marier, comment est-ce que les deux voient cela, le fait qu'un enfant s'ajoute à cette petite famille qui a été fondée? C'est quoi la concrétisation de leur amour, Christelle? Oui, bien sûr, la concrétisation de l'amour, mais aussi une espèce de preuve sociale. Parce que dans notre culture, dès qu'il y a mariage, on attend le bébé. Et donc, quand le bébé traîne, on dit, bon, est-ce qu'il y a un problème? Donc, lorsque ce bébé arrive, il arrive avec beaucoup d'espoir. C'est aussi la preuve on laisse sa progéniture sur la terre. Donc, très vite, malheureusement, la réalité rattrape le couple. Et c'est là où l'intérêt de ce thème, d'où tout l'intérêt de ce thème, en fait. Parler de ces responsabilités, de ces changements qui vont arriver dans leur vie, auxquels ils ne s'attendaient pas forcément. Et les changements s'opèrent lorsque madame est déjà enceinte ou après l'accouchement? Ça peut commencer pendant la grossesse. Ça peut commencer parce que avec les hormones, je pense que Amélie ne me démentira pas. Pendant la grossesse, déjà, les hormones travaillent sur la femme, elle devient capricieuse. Si la grossesse se passe encore dans des conditions difficiles, parce que toutes les grossesses ne se passent pas normalement, ça peut encore apporter de la difficulté. Et donc, après l'accouchement aussi, il y a ce nouvel être qui arrive. Il vient avec des nuits blanches, il vient avec beaucoup trop de responsabilités. La maman n'a plus toujours l'attention pour son époux. L'époux lui-même est, comme on dit souvent chez nous, le mari lui-même c'est un gros bébé. Parfois il est désemparé, il veut aider mais il ne sait pas comment aider. Et donc dans tout cet imbroglio-là, le couple ne sait plus trop où mettre de la... Est-ce que ça change aussi pour monsieur? Oui, il y a un lorsque problème. madame est enceinte? Non, ça change tout à fait. Il y a ce problème de parentalité. Lorsque la femme est enceinte, on demande toutefois que au moins une fois, l'homme doit accompagner sa femme à l'hôpital. Lorsque nous convoquons même les hommes même à venir, c'est toujours, on n'a jamais le temps.
on est pressé, on va au travail. Et après le suivi, il y a problème. Oui. Pourquoi? Parce que il y a des modifications, il y a tout un enseignement qui doit accompagner, que l'homme doit comprendre. Lorsqu'il y a cette hormone qui est posée, la femme est modifiée, est transformée. Parfois, l'homme lui-même, lorsqu'il arrive à la maison, il voit sa femme toute transformée. Ce n'est plus celle qu'il a connue il y a de cela quelque temps. Donc, du coup, lui-même, il n'a plus les mêmes œils, le même œil qu'il avait auparavant. Voilà pourquoi on demande à l'homme d'accompagner parfois la femme pour l'enseigner, pour l'éduquer sur la notion de parentalité, de maternité et de parentalité, une fois la femme, l'enfant sera né. Et ça rejoint la prochaine question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on se prépare à l'arrivée d'un enfant? Ouais. Et qui se prépare? Non, le couple doit se préparer à l'arrivée d'un enfant parce que c'est tout un processus. Tout un processus. Déjà, lors des premières visites, il y a des examens du premier trimestre qui doivent accompagner. Il y a des échographies. Il y a tout un ensemble. Et vers la fin de la grossesse, il y a une éducation. Il y a ce qu'on appelle l'éducation à la maternité et à la parentalité qui incombe les deux couples. Pas seulement la maman. Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est la maman qui porte. C'est elle qui porte. Voilà, parce que c'est elle qui porte, mais ce n'est pas elle qui fait l'enfant. C'est elle qui porte. Donc, il y a l'éducation à la maternité, à la parentalité qui incombe le couple. Donc, l'homme doit être présent pour qu'on l'enseigne déjà sur comment préparer l'arrivée de l'enfant. Parce que c'est tout un processus. Il faut faire le sac de l'enfant. Il faut savoir déjà où on doit mettre au monde cet enfant. C'est très important. Ce n'est pas le jour J qu'on doit commencer à réfléchir que je vais dans quelle institution. Non. On doit déjà savoir où est-ce qu'on doit mettre au monde cet enfant. Qui accompagne, qui va nous accompagner. C'est très important. Tout le monde ne doit pas accompagner la femme enceinte. Tout le monde ne doit pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on met, déjà pour revenir, qu'est-ce qu'on met dans éducation à la parentalité et éducation à la maternité? À la parentalité, c'est les modifications déjà, parce qu'il y a une transformation déjà au niveau de la maman. Et il y a ce qui doit accompagner, c'est-à-dire lorsque l'enfant naît, le père doit se sentir lésé. Et il doit comprendre que c'est un processus, c'est un phénomène naturel. Il doit comprendre cela. Donc, dès que c'est dans son subconscient, il fait avec. Que lorsque l'enfant est né, c'est un adversaire pour lui, déjà. Oui. Oui, parce qu'il prend la place du papa. Il discute de l'affection. Il discute de l'affection. Parfois, même le lit, le papa est obligé d'abandonner carrément le lit pour rejoindre le sofa. Et pour celui-là qui n'a pas été éduqué, il ne va pas comprendre ça comme ça. Vous allez entendre les cris dans la maison. Parce que peut-être papa, lui-même aussi, il crie, l'enfant crie, il crie. Donc, du coup, ça ne fait pas bon ménage. Mais celui-là qui a été éduqué, il comprendra que vraiment, lorsqu'il y a un nouvel être, ça veut dire qu'il y a toute une modification. Et puis, lui aussi, il doit accompagner dans ce sens. Voilà. Mais on a l'impression, et ça se voit et ça se vit de plus en plus, on a l'impression que lorsqu'on dit grossesse, enfant, on pense plus à la layette, à l'aménagement de la chambre qu'à autre chose. Christelle, pourquoi cela? Ben, c'est un phénomène de mode parce que le bébé, c'est beau, c'est mignon, c'est adorable. Mais on oublie vraiment cette préparation mentale-là qu'il faut faire et qui est même la plus importante. Parce que les hommes doivent s'impliquer, comme Amélie le disait, les hommes doivent s'impliquer. Ils se disent que c'est une affaire de femme parce qu'elle porte la grossesse, mais pourtant, pendant la période de la grossesse et de l'accouchement, la femme est vulnérable, aussi bien physiquement que émotionnellement. Et donc, l'homme doit être présent justement pour apporter son affection. Il doit comprendre. Pour le faire, il doit le comprendre. Parce que je vous le disais, parfois, ils ont envie d'aider, hein, mais ils ne savent pas trop comment faire parce qu'on ne les explique, on ne leur explique pas. Ou alors, ils ne cherchent même pas l'information. En salle, moi aussi, je suis passée par l'accouchement. Quand on dit aux hommes, venez pour la préparation à l'accouchement, ils ne sont pas là. Non. Ils ont toujours mille et une excuses. Et ils attendent le dernier jour pour être là. Et c'est juste une petite anecdote qui me vient comme ça. Il y a un qui a eu assisté à l'accouchement de sa femme. Et puis après, il a dit qu'il a été dégoûté d'elle. Parce que lorsqu'il a vu comment le bébé sortait, il s'est dit, waouh, c'est comme ça. Il a été dégoûté de sa femme bien après. Donc, l'accompagnement doit être complet et les hommes doivent s'impliquer. Le bébé, c'est un projet. Ce n'est pas juste
un bel événement, juste une conception comme ça, c'est tout un projet. Parce qu'après qu'il arrive, son éducation commence à partir du jour où il respire. Oui. Parce que les routines qu'on lui impose, l'encadrement qu'on apporte, comment on veille quand il pleure dans la nuit, est-ce qu'on le prend à chaque fois qu'il pleure, est-ce qu'on ne le porte pas tout le temps, tout ça, ça fait partie de l'éducation et l'homme doit s'impliquer. Si à l'hôpital, donc on propose déjà cet accompagnement, tant pour le couple que pour la femme, est-ce qu'au sein du couple, on ne doit pas se préparer? Qu'est-ce qu'on doit se dire entre partenaires à la maison? D'accord, tu es enceinte, tu vas accoucher, je serai papa, et puis quoi? Et puis, d'abord, tu dois comprendre que je ne serai plus à 100% disponible pour toi. Ça, c'est le langage de la femme? Oui, c'est le langage de la femme. Je ne serai plus à 100% disponible pour toi parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Et cette personne-là sera totalement dépendante. Donc, tu dois prendre tes responsabilités à un certain niveau. C'est peut-être dur comme ça, hein, mais on ne va pas le lui dire comme ça. Il faut trouver la façon de le faire en fonction de son partenaire. Il ne faut pas non plus heurter l'ego de ses mâles. Donc, c'est en fonction du partenaire. Mais en fait, il doit comprendre qu'il y aura des changements. Il doit comprendre que physiquement, la femme ne sera plus disponible. Parce que c'est là où le problème survient souvent. Parce que l'intimité en prend un coup. Mais aussi, il doit comprendre que sa femme a besoin d'aide. Veiller la nuit pour le bébé qui pleure tout le temps, changer les couches et tout ça, on va se dire, bon, ok, nous sommes des Africains, l'homme ne fait pas ça, c'est une affaire de femme. Mais malheureusement, la société, elle est en train de changer. Même nos cultures, elles ne sont plus purement comme à l'époque. Et donc, un homme doit s'impliquer. On doit se dire ça dans le couple. Madame n'a pas encore accouché, elle est à sa première expérience, elle est primipare. Monsieur va connaître l'arrivée de son premier bébé, l'héritier, comme il l'appelle souvent. D'accord, il faut se préparer, on va bénéficier de l'accompagnement à l'hôpital et tout, mais financièrement, humainement, matériellement, qu'est-ce que ça coûte aux deux? Déjà, on sait que pour la maman, elle est à la maison. Donc, c'est une sédentaire. Donc, pour papa, c'est lui qui doit apporter toute cette aide, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Et ça se prépare dès le premier jour. On n'attend pas le jour J pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le petit sac, ou bien comment est-ce que la grossesse va se dérouler, ou comment est-ce que l'accouchement va se dérouler. Parce que, bien entendu, on peut faire les visites normalement, mais à la fin de la grossesse, on se retrouve en train de faire un accouchement par voie haute. Donc, déjà, l'argent doit être prêt, pas seulement pour un accouchement normal, mais pour un ensemble, pour l'accouchement. S'il arrive que c'est par voie haute, que ça ne soit pas un cri au sein du couple. Voilà. Donc, voilà, sur le plan moral, la femme doit aussi être bien préparée. Parce qu'au fur et à mesure qu'on vient dans nos CPN, nous avons tout le temps de conseiller les femmes, de faire comprendre aux femmes que voilà, il y a des modifications et voilà comment on doit se préparer, surtout chez la première femme. Il y a ce qu'on appelle pendant les CPN l'autonomie, qui est des touchés affectifs. C'est-à-dire, lorsque la femme est couchée sur son sofa, de temps en temps, elle doit caresser déjà son ventre pour faire comprendre au bébé que voilà, tu es là et tu es dans un sein de sécurité. Pas seulement pour la femme, même le papa lui-même. Lorsqu'il arrive à la maison, de temps en temps, il doit caresser le ventre de la maman. De temps en temps, il doit faire comprendre à l'enfant que voilà, tu es dans un sein de sécurité. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il y a ce qu'on appelle... qui n'est pas encore né. Oui, on parle d'un enfant qui n'est pas encore né. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sophrologie, qui sont des exercices de relaxation qui vont accompagner aussi la maman. Parce que la maman, déjà, elle attend quelque chose et elle doit le faire dans l'harmonie, c'est-à-dire dans un accouchement de relaxation. C'est-à-dire lorsqu'elle fait la sophrologie, c'est-à-dire des petits étirements, l'homme doit l'accompagner dans cette tâche-là. Le soir, quand il arrive, au lieu de rester à la séparante pendant des heures, il doit écouter sa séparante parce qu'il a une nouvelle responsabilité. Il arrive à la maison, il tient la main de sa femme, ils font des tours partout au quartier, ils font des petits tours. Il arrive à la maison, il continue avec les exercices de relaxation, les exercices de respiration pour favoriser l'accouchement
harmonieuse. Est-ce que ça veut dire, Christelle Yeye, que dans ce couple, dans le couple où on attend un bébé, un premier bébé, il ne doit pas y avoir des tensions ou de discorde ou de malentendus? Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Déjà que dans la vie normale, la vie de couple est faite de tensions, de petites et de grosses tensions. Donc, pour ça aussi, il peut y avoir beaucoup de tensions. Surtout qu'on peut toujours ne pas être d'accord quant à la préparation même de ce bébé. Par rapport à la layette qu'on va faire, madame veut des vêtements qui vont être commandés peut-être en Europe. Monsieur ne veut pas ça, il dit non, financièrement on n'est pas prêt. C'est déjà une source de tension. Où est-ce qu'on va faire dormir le bébé, dans le lit, ou alors est-ce qu'on va faire son berceau? C'est déjà une source de tension. Parfois, c'est la belle famille, ce sont les familles qui s'en mêlent. La maman de la femme veut venir garder sa fille. La maman du bébé, du monsieur dit aussi que c'est son premier petit-fils, elle doit garder. Donc, dans tout cet environnement-là, si le couple n'apprend pas réellement à rester focus et concentré sur ce qu'eux, ils veulent, ils peuvent se retrouver dans des conflits interminables. Le couple, s'il a déjà des enfants, est-ce que ceux-là doivent être intégrés dans la préparation de l'arrivée du prochain? Forcément, forcément. Surtout si ces enfants-là sont en bas âge. Vous voyez, un enfant qui vient un peu déclasser le dernier qui était déjà là. Et donc, forcément, lorsqu'il arrive, il y a ce petit rapport de jalousie. Vous avez ce petit dernier qui trouve qu'il y a un challenger qui vient lui prendre sa place. Et donc, il faut préparer, il faut parler. Pendant qu'on est enceinte, il faut parler à ses enfants. Leur donner la possibilité, comme on disait, à la maman peut parler au bébé, il entend. Le papa doit parler au bébé, mais les frères et sœurs également doivent parler. Et vous serez surpris pour les femmes, lorsque le bébé bouge déjà, on entend, il semble entendre souvent certains sons de voix, le son de son papa et il gesticule, il bouge, ou le son des frères et sœurs et il gesticule. Donc, il faut préparer à cela. Et même à l'accouchement, moi, c'est une petite astuce que j'aime bien partager souvent avec les femmes. Je l'ai fait parce que moi, mes enfants, ce sont des Dalton, donc lorsque j'ai accouché, ils étaient tout petits et ce que je faisais, je pense que ça peut toujours marcher, c'est que lorsqu'il venait à l'hôpital, je gardais un petit cadeau pour lui. Et je lui disais, voilà, c'est ton petit frère ou ta petite sœur qui est arrivée, elle t'a gardé un petit cadeau de là où elle vient. Voilà. Et là, il n'est pas trop jaloux de voir toutes ces personnes qui viennent avec toute leur attention sur le nouveau-né, avec des cadeaux. Et lui, il est dans son coin. Pourquoi pas? Mais quelles sont les conséquences de ne pas le faire? Si on ne prépare pas ses enfants à l'arrivée d'un prochain, est-ce que c'est visible? Est-ce que ça a des répercussions sur l'état d'esprit de l'enfant qui arrive ou sur le couple? Non. Justement, ça peut avoir des répercussions, même sur celui-là, le précédent. Parce qu'il peut de temps en temps, lorsque vous le laissez parfois seul avec le bébé, parfois il peut faire du mal à cet enfant. Parce que l'enfant vient carrément prendre sa place. Lui qui était tout le temps sur les cuisses de sa maman, dorloté, il ne l'est plus. Lui, parfois, on le rejette même. On le repousse. Voilà, ça peut avoir des répercussions, déjà même sur le couple et sur le précédent même. Il y a souvent des cas de maladie? Oui, il y a effectivement des cas de maladie. Parfois, l'enfant même refuse de manger carrément. Il fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le déni. C'est-à-dire, il refuse de manger, il reste mélancolique dans son coin parce qu'il y a un nouvel être qui a carrément pris sa place. Et c'est à la maman maintenant, avec des astuces, de le manager et puis de savoir comment faire pour lui dire que non, voilà, il est là, mais il ne prend pas totalement ta place. De temps en temps, il faut aussi le cajoler. Comme elle a dit tantôt, les petits présents pour l'amener à comprendre que non, celui-là est là, mais il n'est pas là pour prendre ta place. Maman est sur le point d'accoucher, il faut qu'elle s'assure qu'elle a tout. Le sac, comment vous l'appelez? Le petit sac. Le petit sac doit être prêt. La layette doit être prête. Qu'est-ce que tout cela comporte? Le petit sac comporte déjà les vêtements pour le bébé, les vêtements de rechange également, les vêtements pour maman, le pagne, les garnitures, et même son argent, parce qu'il faut toujours, on n'attend pas toujours de papa. Parce que dans la salle d'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après avoir accouché... Dans la salle, même si on a tout payé à la caisse? Oui, même si on a tout payé à la caisse. Ça va dépendre des structures. Il y a des structures où on paye totalement à la caisse. Mais il y a des structures où, au fur et à mesure, c'est en salle qu'on vous demande de payer telle quittance ou bien telle ordonnance
et telle ordonnance. Donc, on ne va pas toujours attendre que papa vienne surgir pour donner l'argent pour ça. Donc, parfois, lorsqu'on le fait, votre accompagnateur est là, c'est elle qui tient le petit sac ou bien lui. De temps en temps, lorsqu'on donne une ordonnance, vous sortez l'argent pour aller acheter des ordonnances qui va vous aider. Comment préparer revenons sur le sac. Ok, d'accord. À l'hôpital, généralement, on demande des serviettes hygiéniques. Oui. On demande à la femme d'utiliser une sorte de serviette hygiénique, pas celle que toutes les jeunes filles utilisent. On demande des sous-vêtements particuliers, précis. Il y a des exigences quand même à l'hôpital, lorsque madame fait son petit sac. Dire que les exigences, avec le contexte actuel qu'on se trouve, non. Notre problème, c'est de prendre l'enfant. Parce que s'il faut exiger, lorsqu'on vous prépare à l'accouchement, c'est pour tout ça. C'est-à-dire la lingette, les couches en ploie jetées, le caddie, les pulls, les garnitures, pour vous déjà, très important, les garnitures, et vos vêtements de rechange, et puis, parce qu'après l'accouchement, il y a beaucoup de saignements et il faut échanger. Mais lorsque... Parfois, les femmes avaient la tétutelle, surtout même les multiparts, celles même qui ont déjà accouché. Elles viennent parfois vous demander où sont les vêtements, il n'y en a pas. Donc, nous sommes obligés de prendre les vêtements des indigents pour habiller l'enfant. Donc, lorsque tout ça est déjà prêt, les caddies, les sous-vêtements, et les pulls pour habiller l'enfant, non, on prend, mais dire qu'exiger, non, on n'exige pas, parce qu'on ne sait pas comment vous avez préparé la venue de votre enfant. Donc, si c'est le wow, si c'est aller commander, non, il n'y a pas de problème. Vous commandez et puis on prend. L'essentiel, c'est de prendre le bébé et de bien l'habiller le premier jour, le mettre à chaud surtout le premier jour. L'organisation de la maison, bébé arrive. Il dort où? On aménage. Est-ce qu'on doit réaménager la maison? Et si oui, on l'aménage comment? Oh là, une grande question. Je pense que ça dépend du style de chaque famille, de l'organisation de leur maison, de leur structure, parce qu'une famille qui vit dans une grosse maison n'aura pas les mêmes besoins que celle qui vit dans un studio ou bien dans une chambre. Donc, je pense que chacun fait comme en fonction de ses moyens, mais le plus important, c'est d'assurer à l'enfant un environnement propre et sain. Et moi, j'ajouterais peut-être, autant que faire se peut, ne pas laisser le bébé dormir sur le lit matrimonial. C'est bon d'avoir son petit lit là à côté, même si c'est juste à côté du lit des parents, mais il faut que l'enfant ait son espace et que le couple garde également son espace. Parce qu'un bébé qui dort au milieu, c'est... Après, c'est le papa qui se sent un peu mis de côté. De faire dormir bébé dans un autre espace ou bien dans un autre lit, c'est pas déjà créer la distance avec lui. Déjà qu'il est bébé, il vient de naître, il découvre le monde, les réalités du monde, il découvre son père, sa mère. Qu'est-ce que vous conseillez à l'hôpital? Comme elle a dit tantôt, en fonction des moyens. C'est en fonction des moyens. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les berceaux en panier que d'autres femmes préparent pour l'arrivée de leur bébé. On peut parfois déposer à côté, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Parfois, on est obligé de mettre bébé au milieu, au milieu du lit. Mais dans les normes, bébé est plus en sécurité dans le lit qu'à côté. Non, il est plus en sécurité à côté parce que il a son espace et puis papa et maman aussi leur espace. Mais il y a aussi un travail derrière parce que de temps en temps, il faut se lever parce que le bébé qui vient de naître, doit pleurer après 1 heure de temps, il doit crier, il faut qu'on aille le chercher pour l'allaiter. Voilà là où le couple doit aussi entrer en jeu. Parce que c'est pas seulement une histoire de maman parce que ça fait vraiment mal. Bébé qui est arrivé doit manger, on doit s'occuper de lui, il doit être pris en charge. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut? Nous, les sages-femmes, nous préconisons toujours l'allaitement maternel exclusif avant 6 mois. C'est-à-dire, on peut décider de donner tout type de lait, mais après 6 mois, sauf en cas de pathologie. Parce qu'un bébé qui est venu peut-être avant terme, ou maman peut-être se retrouve avec une césarienne de l'autre côté, l'enfant est en néonatologie de l'autre côté, on est obligé de compléter le lait de l'enfant. Bon, mais pour un enfant qui est né normalement, non.
maman doit l'allaiter. On lui demande tout simplement de bien s'alimenter, de boire beaucoup de boissons chaudes pour compléter le lait de l'enfant, pour que l'enfant ne se sente pas abandonné dans ce sens. Si bébé ne doit prendre que le sein Oui. pendant au moins jusqu'au 6e mois, Oui. ça veut dire que grossesse, accouchement, moins de charges, ou bien? Oui, peut-être moins de charges financières, mais ça n'enlève pas moins la charge émotionnelle et physique, tout ce qu'il faut mettre en place pour prendre soin de cet enfant, parce que lorsque le bébé prend le biberon, par exemple, la femme se sent libre, libre d'aller au travail, libre de faire ses courses, tandis qu'avec un allaitement exclusif, elle est presque amenée à être toujours là. Mais bon, il y a de nouvelles méthodes qui arrivent. Il y a des tire-laits qui font en sorte qu'on peut tirer le lait, mettre de côté, le garder et continuer à allaiter l'enfant au lait et mener ses activités. Parce que de plus en plus, les femmes sont professionnelles, elles travaillent. Elles travaillent. Donc, le challenge est là. Donc, oui, peut-être moins financièrement, peut-être. De la période pré à la période post-accouchement, quelle est celle la plus facile à gérer par les couples? Celle la plus facile. Ouf. Ça dépend encore des couples. Hein. Ça dépend des couples. Parce qu'il y a des femmes qui ont une grossesse qui se passe vraiment bien, où elles n'ont pas de problème de santé et où elles peuvent mener une vie de couple normale, avoir même des relations sexuelles jusqu'avant l'accouchement. Oui. Vous voyez? Mais il y a d'autres où ça ne va pas du tout, où elles sont malades, elles sont allaitées, celles qui ont par exemple le cyclage, qui sont carrément allaitées, ne peuvent rien faire. Et donc, du coup, la grossesse arrive comme une espèce de délivrance. Vous voyez? Donc, vraiment, ça va d'une femme à l'autre en fonction des contextes. Et qu'est-ce qui crée donc les tensions dans le couple lorsque madame est enceinte ou lorsqu'on s'attend à l'arrivée d'un bébé, peut-être d'un premier ou d'un deuxième, d'un troisième? Qu'est-ce qui crée les tensions dans le couple, dans certains couples en tout cas? Oui, il y a d'abord le fameux problème des caprices des femmes mariées. Je veux manger les prunes à minuit. Je veux manger... Non, pas les prunes. Je veux manger... Plutôt le poulet brésilien. Non, je veux plus ça. Et donc, ça, c'est le classique où les hommes commencent à se prendre la tête. Ça commence par là. Les tensions, ça va aussi dans la vision de comment gérer la situation. Comme je le disais un peu plus tôt, les moyens financiers, peut-être on n'est pas toujours en accord sur la façon de préparer la layette, on n'est pas toujours en accord sur où le bébé va dormir. Ou le nom de l'enfant. Ou le nom, voilà, le nom de l'enfant, voilà un autre gros point. Et les familles qui s'en mêlent, donc ça c'est une grosse source de tension. Mais il faut aussi, je pense qu'il y a aussi ce point où le corps de la femme se transforme énormément. Et ça aussi, ça peut être une grosse source de frustration pour les hommes, surtout s'ils n'ont pas appris à comprendre qu'une femme, pendant une grossesse, c'est normal qu'elle puisse prendre 20 kilos, 25 kilos, parfois 30 kilos. C'est normal. Et puis, vous avez ces hommes-là qui vont, mais regarde, tu as grossi, tu es comme une grosse vache, ce qui affecte le mental de la dame et la fragilise. Donc, les sources de tension, elles sont nombreuses. Nos internautes ont également tenté de répondre à cette question. Qu'est-ce qui crée les tensions dans les couples après l'arrivée d'un enfant ou pendant l'arrivée d'un enfant? On va prendre quelques commentaires. Le premier est celui de Gaëtan Foyette. Il dit « À mon avis, il n'y a pas de seule raison pour laquelle les couples se séparent après l'arrivée d'un enfant. Cependant, voici quelques raisons courantes. » Premier point, changement dans la relation. L'arrivée d'un enfant peut entraîner des changements significatifs dans la relation entre les partenaires. Le manque de sommeil, les nouvelles responsabilités, les pressions financières peuvent tous contribuer à une augmentation du stress et à une diminution de la qualité de la relation. Deuxième point, la différence dans les attentes et les valeurs. Les parents peuvent avoir des attentes et des valeurs différentes concernant l'éducation des enfants, ce qui peut entraîner des conflits. Troisième point, manque de communication. La communication est essentielle dans toute relation et l'arrivée d'un enfant peut rendre la communication plus difficile. Bon, avant de poursuivre, comment ça s'explique que l'arrivée d'un enfant rende la communication difficile dans le couple? Pourtant, c'est durant cette période-là que les partenaires devraient même plus communiquer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
Parce que la communication, bien qu'on sache qu'elle soit, elle, importante dans le couple, on n'arrive pas toujours à trouver le juste milieu pour avoir. On peut se parler sans communiquer. Et dans mon métier, c'est quelque chose d'assez fréquent. Où vous allez trouver un couple qui vous dit, mais non, mais moi je lui parle. Mais en fait, tu lui dis ce que toi tu as en tête et tu ne cherches pas à savoir ce que elle pense. Tu lui dis ce que toi tu as, tu cherches pas à savoir ce que lui pense. Et ça fait qu'on est dans une espèce de vision différente. Et puis, à force d'avoir ces petits conflits, chacun se réfugie dans dans son coin. On se dit, bon, ok, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Moi aussi, je vais faire ce que je veux. On va se retrouver où on va se retrouver. Malheureusement, c'est un peu ces petites tensions qui finissent par créer la distance. Un autre avis, toujours l'avis de Gaëtan Foyette sur la thématique. Le 4e point, il dit la cause de la rupture des couples, c'est la perte de l'intimité. L'arrivée d'un enfant peut rendre plus difficile pour les partenaires de trouver du temps pour eux-mêmes et leur relation. Comment c'est difficile de se retrouver, pourtant on vit sous le même toit? On vit sur le même toit, mais c'est comme si on est un peu à distance. Justement, lorsque le conjoint ne reçoit pas l'éducation, je dis tout part toujours pendant la période de l'éducation à la parentalité. Voilà d'où part le problème. L'homme qui n'a pas reçu cet enseignement, il ne va pas comprendre que le nouvel individu qui arrive a besoin de plus d'attention, et donc, tout doit être modifié à la maison. Mais lui, il doit participer également à ça. Voilà pourquoi il ne comprend pas que, mais pourquoi un tout petit être arrive, maman qui à 100% s'occupait de moi, elle ne parvient plus à le faire parce que il faut tout donner comme attention à l'enfant. Déjà, elle-même, elle ne prend pas déjà bien soin d'elle. Parce que il faut prendre soin de l'enfant, il faut faire son repas, il faut repasser, il faut augmenter les repas, il faut faire ci, il faut faire ça. Et le ménage, donc du coup, elle se sent fatiguée. À cause de la fatigue, à cause de nouvelles responsabilités, donc elle ne peut donc pas prendre soin de toi et de cet enfant. Mais s'il n'y a pas eu de préparation, comment est-ce qu'elle peut amener monsieur à comprendre sa situation? Parfois, les hommes ne restent pas à la maison, ils vont au travail, ils rentrent le soir. Donc, ils ne savent pas ce que madame reste vivre à la maison. Comment elle peut l'amener à comprendre sa situation et à comprendre que c'est normal que je sois fatiguée parce que je travaille beaucoup en journée? Oui, de temps en temps, elle doit l'appeler pour dire que voilà, bébé a fait ci, moi-même je fais comme ça. Pardon, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir un peu plus vite pour m'aider à faire ci dans cette tâche? Donc, elle doit l'impliquer dans la tâche à la maison. Parce qu'il doit comprendre qu'après le travail, on ne doit pas toujours s'arrêter au petit coin. Parce qu'il y a une nouvelle responsabilité. C'est grâce à toi qu'il y a cette responsabilité. Donc, tu dois donc prendre tes responsabilités à main. Donc, de temps en temps, maman doit impliquer le papa dans les responsabilités à la maison en l'appelant tout le temps. Parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement. Donc, il ne sait pas de quoi il s'agit. Plus on se dit que le ménage, c'est une histoire de femme. Donc, il n'y a que la femme, la cuisine, les enfants. C'est une histoire de femme. Oui, pour que le couple soit épanoui, maman doit l'impliquer dans les tâches à la maison. S'il te plaît, je suis très fatiguée. Est-ce que tu peux venir un peu plus tôt pour m'aider dans le repassage? Est-ce que tu peux venir plus tôt pour m'aider dans ceci? Non, lui, il va se sentir un peu concerné parce que toi, tu l'impliques déjà. Mais si tu attends qu'il rentre à son heure voulue, quand toi, tu as fini toutes les tâches étant fatigué, non. Ça ne va pas marcher. Est-ce que ça s'applique également, Christiane Yeye, chez les hommes traditionnalistes, conservateurs, qui pensent que c'est à madame de s'occuper des enfants, c'est à monsieur de chercher l'argent? Ah, ça, c'est l'homme africain même. Hein? C'est très, très compliqué. Et moi, ça me rappelle juste une anecdote d'une femme qui s'est arrangée avec sa belle-mère comme ça. On a laissé le monsieur avec le bébé juste une journée. On dit, ok, débrouille-toi, les biberons sont là, écoute, débrouille-toi. Et le monsieur qui n'arrêtait pas de dire à sa femme à la maison en disant, tu ne prends pas soin de toi, tu ne fais rien de ta journée, pendant que moi je souffre pour chercher l'argent, il a un peu plus compris.
Donc, c'est vraiment une question d'éducation. Les hommes purement traditionnalistes, ils doivent être éduqués. D'où la préparation au mariage. Quand on fait la préparation au mariage, on aborde ce genre de sujet. Mais aussi, les femmes doivent avoir la méthode pour amener leur partenaire parce que chacun a son caractère, chacun a son comportement. Vous savez, les premières mamans, elles sont souvent parfois dans cette euphorie d'avoir le bébé, qu'elles peuvent être très protectrices. Vous voyez, elles savent que la couche doit se mettre d'une certaine façon. Et donc, lorsque le papa vient et qu'il veut mettre d'une autre façon, maladroitement, il a la volonté, mais il n'a pas forcément la méthode. Il reçoit la critique et tout. Il dit, bon, écoute, reste avec ton bébé et puis débrouille-toi. Pour lui, ça veut dire, je ne sers à rien. C'est pour ça que je disais tantôt que les femmes doivent accompagner les hommes. Des fois, ils ont besoin, ils ont envie, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, il faut avoir une certaine méthode. Les prendre doucement, les prendre justement comme ce gros bébé-là. Qu'ils sont l'accompagnent. Ils sont comme des bébés. Autre commentaire, celui de Dieudonné Tonga, la mauvaise préparation à la venue des enfants et aussi le manque de compréhension l'un de l'autre, surtout de l'homme vis-à-vis de sa femme, qui ne comprend pas, qui doit être une aide pour celle-ci, pour le suivi et l'éducation des enfants. Justement, avec l'enthousiasme autour de l'arrivée du premier enfant, on est parfois tenté de le gâter, de céder à tous ses caprices et tout. Comment rester droite sans perdre le nord vraiment? Bébé va pleurer, on va immédiatement le porter, il va s'habituer aux mains, papa va vouloir le porter ou bien le petit frère va vouloir le porter, maman va penser qu'il peut tomber entre ses mains et tout. Comment vraiment garder l'équilibre? Il faut beaucoup s'éduquer. En fait, il faut beaucoup s'éduquer. Parce que vous savez, en termes de parentalité, il n'y a pas d'école. On ne nous apprend pas réellement. Généralement, on reproduit ce qu'on a vu, nos mamans, nos grandes sœurs, nos tatas faire. Et donc, à un moment, il faut se poser la question. Là, nous sommes en train de changer. Nous sommes complètement en train de changer de style de vie pour aller vers un style de vie un peu plus européen. Maintenant, comment est-ce qu'on va adapter l'éducation tout en respectant nos valeurs africaines? C'est ça réellement le challenge. Et pour ça, on ne peut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut s'éduquer, il faut chercher l'information où elle est. Il faut aller sur Internet où il y a beaucoup d'articles qui en parlent, mais savoir également faire le discernement entre le contexte. Le contexte européen n'est pas forcément le contexte africain. Donc, il faut se cultiver énormément. Moi, je suis souvent choquée quand je vois des mamans dire voilà, j'ai essayé de donner le sein le premier jour, ça ne coule pas. Donc, du coup, on passe au biberon. Mais non, il faut la patience. Parce que je pense que vous ne me démentirez pas, c'est plus l'enfant, le bébé tête, que le sein, que ça suscite la production du lait. Et donc, on cherche les solutions faciles parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Mais le bébé, c'est un engagement, c'est un investissement. Et donc, on doit y donner du temps. Amélie et Christelle a évoqué un point très important. La tétée, les heures des tétées et tout déjà. Lorsque madame accouche, le sein appartient à qui? Non, mais il y a, c'est qu'il il y a la sécrétion du lait. Mais avant qu'on ne conçoive, il n'y a pas cette sécrétion parce que les hormones ne sont pas mises en place. Donc, c'est le bébé déjà qui vient avec son lait. Donc, le sein forcément appartient au bébé et non au bébé. Et non au père. Et comment le père ne va pas se sentir lésé, mis à l'écart? Si finalement, lorsque le bébé qu'il a tant attendu arrive, mais s'accapare de tout, de sa femme, qui est sa mère à lui, de sa chambre, de son lit conjugal, qui devient le nid du bébé, du sein de maman, de l'attention. Finalement, comment ça s'explique? Non, vous dites ça parce que quand vous avez un enfant déjà à partir de 8-9 mois, ça veut dire qu'il connaît le goût du sein de sa mère. Lorsque papa me met à côté, vous avez vu un bébé, lorsque papa veut un peu effleurer même le corps de l'enfant, il est le premier à sursauter et pourtant il était en train de dormir. Ça se voit beaucoup chez les garçons. Tape sur les garçons parce qu'il constitue vraiment une rivalité au sein du couple avec le papa. Il est le premier à taper sur son père et puis le reculer, sortir le sein de sa maman et puis mettre dans la bouche. Papa, quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation, il sera lui-même le premier à le basculer et puis les problèmes vont commencer. Mais celui qui a reçu l'éducation, comme on le dit, il va comprendre que c'est pour un temps. Oui.
Après le sevrage, il va reprendre sa position initiale. Et puis, les choses iront... On prend d'autres commentaires. Le prochain est celui de Eric Ngakou. Il dit comment ils ne doivent pas se séparer. Ils avaient l'enfant en projet, point d'interrogation. Ils ont quelle éducation sur la vie et l'amour? Comme c'est même normal qu'ils se séparent. Maintenant, le fait qu'ils soient très jeunes aujourd'hui font que plus tard, ils s'arrangent à escroquer. Les couples n'ont aucune éducation sur la vie et l'amour. Le prochain commentaire, celui de J. Robert, il dit « Un parent disait, le mariage, c'est comme la viande de l'éléphant qu'on prépare au feu de bois. Le temps de cuisson dépendra uniquement de la détermination de ceux qui la préparent, car pour éviter que le feu ne s'éteigne, chacun doit venir entretenir la flamme. » C'est ce qui se passe dans les couples. Chacun se dit que c'est l'autre qui doit l'entretenir. Pourtant, chacun a besoin de l'autre à sa manière et ce manque de communication ou d'interprétation fait en sorte que tout s'écroule. Un autre commentaire est celui de David Steven Batum, qui dit « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les couples peuvent se séparer après l'arrivée d'un enfant. Premier point, changement de priorité. L'arrivée d'un enfant peut changer les priorités des parents, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits. 2, le manque de communication qui revient encore. 3, la fatigue, le stress. L'éducation d'un enfant peut être épuisante, ce qui peut entraîner du stress. » Eh bien, il faut se rappeler qu'on a commencé à 2. Et que ce petit être-là, et peut-être avec ses frères, ils sont de passage dans notre vie de couple. Ils finiront par partir et on va finir à 2. Moi, c'est ce que je garde comme mantra. Je me dis, voilà, on a commencé à 2, ils vont partir et puis ils vont nous abandonner, on sera à 2. Et donc, si je n'entretiens pas cette relation-là avec mon mari, lorsqu'ils seront partis, la distance sera encore plus grande. Donc, je pense qu'il faut vraiment se motiver comme ça et se dire, le couple, il est au-dessus de tout. Parce que c'est le couple-là qui va encadrer les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui viennent mener la vie de famille. C'est le couple qui encadre les enfants. Maintenant, en fonction des moyens des deux conjoints, comment arriver à retrouver cette intimité-là malgré l'arrivée de l'enfant? Alors, d'abord, il faut commencer à avoir des routines. J'ai bien aimé l'un des commentaires qui disait on ne prend plus le bain ensemble, on ne se dit parfois pas bonjour. Donc, il faut avoir des routines dans le couple qui sont importantes. Si ça peut être au réveil le matin, est-ce que c'est un bisou? Il faut garder ce bisou-là, quelle que soit la situation. Est-ce que c'est prendre le bain ensemble qui est important? Est-ce que c'est manger, partager un repas ensemble? Il y a toujours ces petites routines-là qu'il ne faut absolument pas enlever dans le couple. Ensuite, il y a les rendez-vous. Ça semble un gros mot comme ça parce que quand on voit rendez-vous, on se dit on va aller avec un partenaire d'affaires, c'est quelque chose de très sérieux. Mais la vie actuelle nous oblige un peu à avoir ce type d'organisation parce que nous sommes pris par le temps, nous sommes pris par nos activités. Le fait même de sortir et de passer 3 heures en route parce qu'il y a un embouteillage avant d'arriver où on veut partir, c'est énormément prenant en termes de temps. Et donc se dire, par exemple, 1 fois ou 2 fois par semaine, on a un rendez-vous, on a un dîner. Et pour ce dîner, on va dîner avec quelqu'un de très important, un VIP. Je me mets bien, parce que là aussi c'est un problème. Les femmes, lorsqu'elles ont accouché, elles ont tendance à se négliger. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce que vraiment la routine de la vie fait en sorte qu'on s'oublie soi-même pour se donner entièrement à sa famille ou particulièrement aux enfants. Donc, pour ce rendez-vous du mardi soir, par exemple, chérie, tu rentres tôt, quel que soit ce qui se passe, je trouve le moyen pour que quelqu'un d'autre s'occupe du bébé. Je ne sais pas. En Afrique, on a la chance d'avoir des cousins, des cousines, des mamans, des grands-mères à côté qui peuvent donner un coup de main, ce qui n'est pas toujours le cas de l'autre côté. Et pour cette occasion-là, je me fais particulièrement belle pour toi ce soir parce qu'on va passer un bon moment. Donc, il faut avoir de petites astuces comme ça, vraiment en fonction de ses moyens. L'autre a dit, mais on veut juste un petit bonbon qu'on garde. Oui, bien oui. Quand on était à 2, tu rentrais, tu me gardais un sachet de soya, tu me gardais un chocolat. Maintenant, tu penses seulement à la fin. Voilà le lait de l'enfant. Voilà le lait, on te balance à la base. Voilà le lait de l'enfant. Voilà les couches que tu as demandé. Non, mais attends. Moi aussi, je suis là, j'existe. On finit de se retrouver, d'accord, on passe un beau moment hors de la maison, mais on rentre à la maison, on n'arrive pas à dormir. Parce que dans la nuit, les yeux du bébé sont ouverts. Comment gérer ces nuits blanches-là?
Ce n'est pas facile de gérer les nuits blanches. Ce n'est pas vraiment facile. Et vraiment, j'ai dit, c'est un travail qu'on doit abattre à deux, vraiment. Parce que la maman, déjà, la journée, elle passe tout le temps à monter, à descendre. Et si la nuit, il arrive qu'elle va faire le même train-train, ça serait très compliqué pour elle. Mais celui-là qui n'a pas été éduqué, lorsqu'il arrive, parfois, lorsqu'il entend des cris, parfois il est obligé d'aller se coucher dans l'autre chambre, justement pour éviter les cris, parce que lui, il s'est dit que non, le matin, je vais me lever pour aller au travail. Donc, il met son travail au devant de tout. Il ne comprend pas que, non, je peux aider maman dans cette tâche pour qu'elle aussi, elle trouve un peu de temps pour elle, et puis, donc, soit disponible également pour moi. Non, on l'abandonne complètement, la tâche. Et du coup, le matin, c'est très, très compliqué pour elle. Parce que lui, il a pris le virage, il allait se coucher de l'autre côté. Donc, il faut prendre soin de l'enfant. L'enfant qui crie, on ne va pas l'abandonner éternellement. Lorsque vous l'abandonnez, c'est encore une autre paire de manches. Vous allez l'envoyer à l'hôpital parce que l'enfant a passé tout le temps à pleurer. Donc, parfois, la maman est obligée de laisser l'enfant sur son bras presque toute la nuit. Pour éviter de se lever chaque fois, revenir, se lever, revenir. Mettre le sein dans sa bouche. Mettre le sein jusqu'au matin pour éviter de se lever, revenir, se lever, revenir. Mais si papa l'aidait dans cette tâche, parce qu'il y a les enfants. Qu'est-ce qui est attendu de papa? Christelle a dit tout à l'heure que parfois papa veut aider, mais il ne sait pas quoi faire. Oui, parce qu'il n'a pas été éduqué. S'il rentre un peu plus tôt, pendant que tu es en train de ranger, de changer par exemple la couche, non, lui, il se met à côté et puis il voit comment toi tu enlèves et puis tu remets la couche. Une, deux fois, ça va passer. Ça va aller. Et dans la nuit, vous faites les tours? Oui, dans la nuit. Pendant que tu dors, elle porte le bébé. Oui. Dès qu'elle est fatiguée, elle te donne le bébé et tout. Entre-temps, toi, madame, tu resteras à la maison le lendemain, pendant que monsieur ira au travail. C'est aussi ça parfois. Monsieur ne veut pas aller somnoler au travail. Oui, non, mais on croit toujours que le travail, c'est toujours ce qui se passe dans les bureaux ou bien dans les chantiers. Non, il y a un lourd travail à abattre à la maison. Mais celui qui a compris, rentre très tôt à la maison et puis pourquoi pas lui-même, il rentre, il prend son bain, il va même se servir et parfois il te sert même aussi parce qu'il comprend que tu as battu un gros travail à la maison. Donc il t'aide dans cette tâche. Vraiment, pour rendre le couple vraiment harmonieux, il faudrait que les deux se mettent ensemble pour que les choses aillent normalement. Comment donc gérer efficacement les 3, 4 bébés qu'on a à la maison? Il y a monsieur d'un côté, il y a les enfants de l'autre. Non, ça va aller tout simplement en alternance. Parce que papa doit comprendre que, bon, à une certaine heure, je peux me lever pour porter le bébé. Et puis, parce qu'il y a des bébés, parfois, à une certaine heure, il ne veut même pas téter, mais il veut plutôt jouer. Toi qui dors, il ne veut pas jouer avec des personnes inertes sur le lit. Il veut jouer avec des personnes actives. Donc, tu te retrouves avec les greffes. Il va se mettre à tirailler tes greffes, taper même sur le visage parce qu'il veut que tu te réveilles pour jouer avec lui. Et dans ce cas-là, papa se lève, il le porte. Peut-être il l'amène même dans une autre chambre et puis il le dort l'autre. Dès qu'il finit de dormir, il s'endort, il revient le déposer. Donc, c'est un problème d'alternance. Christelle, comment aborder efficacement la casquette de mère et d'épouse à la fois? Comment aborder à la fois la casquette de mère et d'épouse? Il faut établir les priorités. Parce que, comme j'aime bien souvent dire, la vie, elle n'est pas dynamique. Elle n'est pas statique, pardon. Elle est plutôt dynamique. À chaque étape, il y a des priorités. Parce que lorsque vous commencez encore à coupler qu'il n'y a pas d'enfant, la priorité, c'est monsieur. En ce moment-là, toute votre attention est tournée vers lui. Vous faites tout pour faire marcher le couple et créer des bons souvenirs. Lorsque les bébés arrivent, la priorité devient ces bébés qui sont totalement dépendants. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez mettre monsieur en arrière-plan, non. Vous allez consacrer plus de temps aux enfants, mais vous resterez quand même présente pour votre mari. Au fur et à mesure que les enfants vont grandir, leur demande affective envers vous va diminuer. Vous voyez, et donc vous pourrez encore plus vous investir pour votre couple et pour vos enfants. Donc vraiment, il n'y a pas de solution miracle. C'est chaque personne, en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve, d'essayer de déterminer quelles sont ses priorités et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Et dans tout ça, si vous me permettez d'ajouter, il ne faut pas aussi oublier la gestion de la maison. Parce que souvent, on fait une fixation sur la gestion de la maison. On se dit non, la maison doit être nickel, elle doit être super bien rangée. Il ne faut pas que ma maison soit en désordre et tout. Ok, une maison en désordre, je ne dis pas qu'on doit vivre dans un environnement sale, non, mais
à un certain moment, il faut savoir se reposer et prendre soin de soi-même. On s'oublie tellement dans la gestion des enfants, la gestion de la maison, la gestion du mari, qu'on se retrouve un jour à être un peu... Tout faire, et on est comme une mémé à côté de son mari à un certain niveau. Donc, il faut prendre soin de soi aussi, trouver le temps pour faire des choses qui nous plaisent, avoir des hobbies, peut-être faire un peu de sport, lire, s'évader pour faire certaines choses. Voilà, ça mais priorité à l'enfant dans le couple, au nouveau-né. Oui, au nouveau-né. Si c'est pour le nouveau-né, le nouveau-né a besoin de toute l'attention parce qu'il y a beaucoup à faire autour du nouveau-né. Tout ce qui contient le nouveau-né, il y a beaucoup à faire. Merci Amélie, merci également à Christelle d'être passée sur le plateau. On parlait de parentalité, l'arrivée d'un enfant dans le couple. On espère vous avoir édifié sur la thématique. À très vite sur Balafon Télévision. Tumba sonane, sonane.